Bonjour, je vois qu'il y a déjà 9 spectateurs qui sont entrés. J'étais en train de me battre avec mon Zoom. J'ai mis en place un nouveau dispositif technique et je m'étais perdue dans mes fenêtres. Je suis trop contente en tout cas de vous retrouver. Super contente. Je vois que je connais des personnes parmi vous. Salut Estelle, Aurélie. On va parler de toi Aurélie, je te fais un petit teasing. Salut Isabelle et des personnes que je connais pas, Mélanie, Joshua, Mathieu, Jade, on a discuté déjà. Salut Sonia, on se connaît. Warda aussi, on se connaît. Moi, je suis trop contente de vous retrouver pour cette masterclass que je prépare depuis un bout de temps maintenant. J'y pense depuis des semaines, peut-être des mois même. Et je suis super contente de partager avec vous tous ces conseils aujourd'hui sur ma méthode et puis un peu mon point de vue, mon approche sur la construction d'une stratégie de croissance qui soit gagnante pour toi en tant que podcasteur, podcasteuse et ton podcast. Déjà, j'ai envie de voir comment tout le monde va dans la place. Donc, je vois déjà qu'il y a des gens qui ont laissé des messages. Hello, coucou, bonjour Anne-Claire, bonjour tout le monde, trop contente. Dites-moi dans le chat comment vous vous sentez, si ça va bien, si vous avez un petit coup de mou, si vous avez besoin qu'on danse un petit peu pour mettre un peu d'énergie. En tout cas, moi de mon côté, pour vous donner un peu le mood dans lequel je suis super contente, comme je le disais, je suis hyper excitée parce que c'est la première fois que je partage cette masterclass. Vous faites une première avec moi et en même temps je suis un peu stressée, hein. Je vais être tout à fait transparente et authentique, vous me connaissez, donc si je bafouille un peu, si je galère dans mes fenêtres Zoom, un peu d'indulgence, mais je sais qu'on est entre personnes avec des good vibes, donc trop contente d'être là avec vous. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer tout de suite parce que j'ai défilé ce matin la masterclass que je vous ai prévue, toutes les slides, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup de contenu. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de ces conseils, de cette approche, de ces idées. Comme ça, en plus, on aura un temps de questions-réponses à la fin de la masterclass parce que j'aime bien partager avec vous, mais aussi avoir vos retours pour pouvoir préciser. Vous puissiez partager un peu soit vos interrogations, soit vos idées, des choses qui vous viennent après que j'ai partagé tout ça. Et, et voilà, donc c'est une masterclass qui va se diviser en plusieurs parties. Donc elle est organisée, comme je vous le disais, dans la page de l'événement, dans le cadre du lancement de mon programme Puzzle. Je réouvre les portes aujourd'hui après 18 mois d'absence à une 5e promo qui sera composée de 20 podcasteurs et podcasteuses. Donc cette masterclass, je l'organise dans ce cadre-là. Donc en premier, on va parler de tous mes conseils, toute ma méthode. Je vais tout dérouler, les conseils, les exemples, les choses très concrètes. Ensuite, je vous présenterai un peu le programme Puzzle. Vous puissiez savoir de quoi il s'agit et si c'est pour vous. Et ensuite, on fera questions-réponses à la fin. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vois que Sonia me pose la question du replay. Tout à fait. Le replay sera envoyé à toutes les personnes présentes en live, mais aussi à toutes les personnes inscrites. Donc, on leur fait coucou. Coucou à toi si tu nous regardes en replay en ce moment même. Alors, je vais commencer à partager mon écran. Toc. Hop. C'est pas encore le cas. Hop. Hop. Une seconde. Voilà. 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 Est-ce que vous voyez bien le support de la masterclass qui vient de s'afficher? Normalement, moi, je suis dans un petit carré. Là, vous me voyez faire ma petite danse et en même temps, vous voyez le support. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Ouais, c'est bon. Donc, dans le chat, on me dit que c'est bon. Donc, bienvenue pour cette masterclass
que j'organise donc moi-même Anne-Claire Lecas, qui a pour intitulation Construire la stratégie de croissance gagnante pour ton podcast. C'est le programme du jour. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui viennent de me rejoindre dans mon univers, donc je m'appelle Anne-Claire Lecas. Je suis la fondatrice d'EcoFactory. Ça fait 5 ans que je suis entrepreneur dans le secteur des podcasts. Donc, j'accompagne des podcasteurs indépendants, des podcasteuses indépendants, des studios, mais aussi des marques dans leur stratégie de visibilité autour de leur écosystème de podcasts. Ça fait 5 ans que je fais ça. Et avant, j'ai travaillé pendant 7 ans en agence de communication. Donc, je suis vraiment dans ce thème-là de la visibilité, de l'attractivité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mettre mon cerveau à disposition pour trouver les meilleures idées pour que le projet du podcast grandisse et puis atteindre les objectifs de la personne qui le porte. Donc, je me conçois un peu comme un partenaire 360 pour le succès du podcast, avec un mélange de pragmatisme, toujours on passe à l'action, d'expertise, avec mes 12 ans d'expérience. Et ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des résultats et aussi de garder le plaisir et le kiff. Donc, j'espère que ça vous tente comme programme. Et vous, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat qui vous êtes et comment s'appelle votre podcast, pourquoi vous faites ce podcast? N'hésitez pas à me partager un peu de quelques mots sur vous, un peu de présentation. Moi, ça me permettra d'adapter aussi mon discours et ce que je partage à qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Alors, pourquoi on est là? Construire une stratégie de croissance gagnante pour son podcast et dans les cadres de l'ouverture des portes de mon programme Puzzle. Déjà, qu'est-ce que c'est stratégie? C'est un mot qui peut faire un petit peu peur, qui peut sembler un petit peu hors de portée. Or, moi, c'est vraiment une de mes missions, c'est de simplifier des termes qui ont l'air complexes, des termes qui ont l'air d'être pas pour nous, et de montrer qu'en fait, il s'agit de choses simples, alignées les unes après les autres, qui, si on le fait dans le bon sens, avec la bonne intention, avec les bonnes choses en tête, eh ben, ça apporte des fruits, ça apporte des résultats. Donc, une stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont toutes nos actions, tout ce qu'on fait autour de notre podcast, à la fois la production, la conception, mais aussi la communication et la diffusion, toutes ces actions, elles vont se connecter entre elles pour produire des résultats attendus. Parce qu'en fait, c'est vraiment un des gros trucs que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Avoir une stratégie, c'est vraiment prendre de la hauteur et faire en sorte qu'on réfléchisse avec une image qui est globale et qu'on sache exactement pourquoi on fait les choses et comment ça contribue à un cercle vertueux qu'on construit autour de notre podcast. Donc, c'est ça l'objet de la stratégie. Ensuite, pourquoi est-ce que je dis gagnante? Je vais le dire après. Donc, qu'est-ce qui peut arriver quand on n'a pas de stratégie? On peut avoir l'impression, on est super curieux, on regarde qu'est-ce qu'il fait qui pourrait être bien pour faire grandir mon podcast, pour la croissance. Donc, on cherche des techniques, on cherche des tactiques, on cherche des hacks, mais on va tous les appliquer hyper scrupuleusement, mais on ne voit pas l'impact sur son podcast. C'est souvent qu'on n'a pas cette approche qui est globale, où on sait comment exactement toutes nos actions, elles sont reliées et elles contribuent à un tout. On peut avoir aussi du coup l'impression de s'éparpiller parce qu'on va chercher dans tous les sens, on est hyper curieux, on est hyper motivé, mais le fait de ne pas avoir de stratégie, c'est qu'on n'a pas un plan avec je fais l'action A pour avoir B et B ça va faire C et mon résultat ça va avoir D. Et bien si on n'a pas ce plan stratégique, et ben on peut avoir l'impression de s'éparpiller et du coup un petit peu de s'épuiser. Quand on n'a pas de stratégie, et ben souvent, on a l'impression d'être toujours un peu à la bourre, que tout le monde est un peu en avance. Ah bah toi, tu as déjà testé ChatGPT. Ah bah toi, tu as déjà intégré une version vidéo de le podcast. C'est quand on a se dire que ce qui est à la mode, c'est ce qui a l'air d'être bien. Ce qui est à la mode, c'est ce qui a l'air d'avoir des résultats. Et du coup, ça crée un impact négatif sur soi. C'est que on se dit, bah moi, je suis toujours à la bourre, je fais pas ce qu'il faut. Les gens, ils sont toujours en avance. Et on se sent pas forcément bien. Quand on a une stratégie, on s'en fout de ce qui est à la mode ou pas. On sait que on fait des choses parce que c'est bien pour nous, parce que c'est bien pour nos objectifs et parce que ça va nous apporter normalement les résultats qu'on attend. Et on a toujours l'impression qu'il manque un truc à notre podcast. Donc, une stratégie, c'est l'attitude suivante que j'ai envie que vous reteniez.
plutôt que de voir petit, de se concentrer sur notre podcast. Et ouais, se concentrer sur son podcast, parfois, c'est voir petit. Et ben, il faut prendre un pas en arrière, raisonner au global, articuler toutes ces actions pour une stratégie de croissance qui est vertueuse. Comment est-ce qu'on sait qu'on a une stratégie? C'est quoi les impacts? On a moins peur de tester parce que comme on sait où est-ce qu'on va, on a moins peur de l'échec puisque l'idée, c'est de se dire, bah, je veux faire A pour avoir B, pour arriver à C, pour le résultat D. Et donc, du coup, ce que je vais juste tester, c'est est-ce que A, ça m'amène à B? Et donc, du coup, on passe plus facilement à l'action parce qu'on sait pourquoi on fait les choses et les résultats attendus. Ça, moi, je l'ai vu. J'ai accompagné depuis 5 ans plus d'une centaine de podcasteurs et j'ai vu que vraiment, l'effet numéro 1 d'avoir une stratégie, c'est qu'on a moins peur de tester parce qu'on a moins peur de l'échec, puisqu'on a un plan d'action. On a toujours en tête une vue globale parce qu'on sait que chaque action, comme je le disais, ça contribue à un tout comme un cercle vertueux. Et toutes les actions, elles se connectent entre elles, ça fait un peu un effet de synergie et ça fait que l'impact est aussi plus fort de chaque action prise individuellement. Voilà, j'arrive pas à passer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pourquoi je parle de stratégie gagnante? Ça, c'est vraiment très important pour moi, le thème de gagnant, parce que il faut que cette stratégie, elle vous convienne à vous. Vraiment, à vous, elle soit alignée avec qui vous êtes, quelles sont vos envies, quels sont vos besoins et quelles sont vos ressources et surtout quels sont vos objectifs. Ce qui peut arriver quand on est podcasteur, c'est qu'on regarde les podcasts qui ont réussi, des podcasts qui sont vus comme à succès, qui font peut-être plusieurs millions d'écoutes ou qui ont atteint ce que nous, on aimerait atteindre. On regarde les conseils qu'on donne et on les applique à la lettre. Mais souvent, ça ne fait pas les résultats qu'on espère ou on perd le kiff parce qu'en fait, finalement, on se dit, bah, c'est ça qu'il faut faire. Par exemple, publier toutes les semaines, je le fais scrupuleusement, je fais toutes les semaines, mais parce qu'on a appliqué ces résultats, cette recette en disant bah, je pense que ça va m'amener des résultats puisque telle personne, elle l'a fait et ça a marché pour lui ou ça a marché pour elle. Si on applique à la lettre des conseils qui ne sont pas adaptés à soi, si on met en place une stratégie qui n'est pas adaptée à soi, on peut perdre le kiff. On peut faire des choses et s'épuiser, se lancer par exemple dans la course aux écoutes parce qu'on se dit qu'avoir un podcast qui a du succès, c'est avoir X milliers d'écoutes ou X millions d'écoutes. Et en fait, s'épuiser, se lancer dans un truc qui n'a pas de sens, c'est parce que ce n'est pas adapté à nous et pas adapté à notre projet. Et aussi, si on n'est pas dans une stratégie gagnante, on a l'impression qu'on fait tout ce qu'il faut, peut-être qu'on a des résultats, mais qu'on a perdu un peu le plaisir parce qu'on ne s'est pas posé les questions essentielles. Les questions essentielles d'une stratégie pour savoir si elle est gagnante, c'est qu'elle est alignée avec ses objectifs. Les objectifs, je les découpe en 3 sous-parties. Vos objectifs à vous en tant que personne, pourquoi Julie, pourquoi Mia, pourquoi Aurélie, pourquoi Jade, pourquoi Joshua, tu fais ce podcast. Toi, qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte? Toi, qu'est-ce que tu veux vivre avec ce podcast? Toi, est-ce que tu veux monter en compétence? Est-ce que tu veux rencontrer telle ou telle personne? Est-ce que tu veux apprendre une certaine chose? Est-ce que tu veux attirer des clients? Qu'est-ce que toi, en tant que personne, tu as comme objectif avec ce podcast? Ensuite, les objectifs pour votre podcast, c'est-à-dire à quoi vous destinez ce podcast. Est-ce qu'il est destiné à devenir un média? Est-ce qu'il est destiné à devenir la pierre angulaire d'une communauté? Est-ce qu'il est destiné à devenir le premier contenu, la masterpiece qui va être décliné en livre, en documentaire, en je ne sais pas? Ça, c'est vraiment les objectifs pour votre podcast. C'est ce que j'appelle un peu la vision pour votre podcast et ça vous donne une ligne directrice de comment est-ce que vous développez votre podcast par rapport à ce que vous avez envie qu'il devienne. Et il va devenir une certaine chose par rapport aux objectifs que vous avez fixés pour vous, bien sûr. Si vous avez envie d'être identifié comme experte sur votre thématique, votre podcast, ça peut être la première pierre où vous développez votre expertise, votre approche, votre certaine manière de penser les choses par rapport à votre thématique. Et ça peut être aussi votre vitrine pour vendre des conférences derrière. Parce que vous, en tant que personne, vous avez pour objectif de monter en compétence et de vivre cette expérience extraordinaire de mener des conférences devant un public.
Ensuite, pour votre audience, qu'est-ce que vous voulez pour lui et pour elle? Est-ce que vous voulez créer une communauté? Est-ce que vous voulez créer un réseau de pairs, d'indépendants, de personnes qui partagent la même profession, etc. On sait qu'une stratégie est gagnante en fonction de ses ressources humaines, c'est-à-dire nous en tant que personnes, qu'est-ce qu'on a comme ressources? Est-ce qu'on a plus ou moins de créativité? Est-ce qu'on a plus ou moins besoin de dormir? Est-ce qu'on a plus ou moins besoin de contact avec des personnes introverties, extraverties? Une stratégie, elle va s'adapter à nous en tant qu'humains, puisqu'on est là pour l'exécuter, pour la faire. Et si on fait une stratégie qui est au-delà de nos ressources humaines, eh ben, on frôle le burn-out et la démotivation et l'épuisement. Moi, je l'ai déjà fait, je l'ai vu par le passé, j'en ai parlé sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. J'avais mis en place des stratégies, des projets qui étaient au-delà de mes ressources humaines et je me suis vite rendue à l'évidence que ce n'était pas le bon projet pour moi. Les ressources aussi en termes de temps, combien de temps vous disposez par semaine? Est-ce qu'à côté de ce podcast, vous avez un métier, une famille? Est-ce que vous avez un hobby qui est très important pour vous? La stratégie va devoir intégrer le temps que vous avez disponible pour mettre en place ces actions qui composent sa stratégie. Et si vous n'avez pas ça en tête, on peut aller droit dans le mur. Je prends souvent l'exemple de publier chaque semaine. Si on publie un épisode par chaque semaine et qu'on a un boulot à côté et qu'on a une vie bien chargée, on n'a pas le temps de communiquer assez de la bonne manière sur ces épisodes. Et donc, du coup, on rentre dans une roue de hamster et on s'épuise à être toujours dans l'exécution de cette publication chaque semaine parce qu'on n'a pas pris en compte qu'on n'avait pas assez de temps pour valoriser notre contenu. Et les ressources, c'est bien sûr financier. Est-ce qu'on peut déléguer la création des visuels? Est-ce qu'on peut déléguer la création des petites vidéos, par exemple, pour communiquer, etc. Donc, vraiment bien vérifier que votre stratégie est en accord avec toutes ces ressources, ces 3 aspects. Elle est aussi en phase avec le stade de maturité du podcast. Un podcast qui vient de commencer, qui a fait 5 ou 6 épisodes, il ne va pas mettre en place la même stratégie gagnante qu'un épisode qui est à sa 3e saison, qui peut-être ressent de la même manière un espèce de plat de fond de verre ou une stagnation dans les écoutes. Les symptômes peuvent être les mêmes, faire se dire il faut que je mette en place une autre stratégie, mais il faut vraiment bien se dire que sa stratégie est adaptée au stade de développement dans lequel on est. J'ai fait un épisode sur le sujet où je détaille vraiment ça. Si ça ne vous parle pas trop, le stade de maturité, je vous encourage à aller l'écouter. Ensuite, on sait qu'une stratégie gagnante, elle a des résultats qui sont quantifiés. On peut mesurer, est-ce que ça marche pas, de mon point A à mon point B, est-ce que ça a marché? Oui, non. Dans quelle mesure? C'est très important. Et ensuite, ça a un impact qui est aussi qualitatif parce qu'on aime faire cette stratégie. On sent que c'est la bonne pour nous et on sent qu'on n'est pas en train de s'engouffrer dans des injonctions, des choses qu'on nous dit il faut faire et c'est absolument indispensable de faire ça. Quand on suit à la lettre un peu des injonctions comme ça, le risque, c'est de perdre de plaisir dans son podcast et ça, c'est assez dommage. Hop, j'essaie de passer, on est bon. Ce que je vous conseille là, c'est on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais notez-le, vous, pour juste après. Notez-vous vraiment bien. Elle est bien alignée avec ces aspects-là. C'est vraiment très important. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la méthode en 5 étapes pour construire cette stratégie de croissance gagnante pour votre podcast. Les 5 étapes, c'est les suivantes. Fondation, visibilité, attractivité, engagement et ROI. Chaque étape est vraiment indispensable. Il faut vraiment passer par toutes les étapes pour vraiment mettre en place un système autour de son podcast pour qu'il soit taillé sur mesure pour la croissance. Ensuite, une croissance de podcast, pour moi, elle doit être stable et elle doit être solide. Si on passe par ces 5 étapes. Qu'est-ce que c'est une croissance stable? C'est quand c'est pas une croissance qui dépend de notre activité de communication ou de notre activité de production. Je vous donnerai un exemple plus tard qui montre qu'on a une croissance stable.
Qu'est-ce que c'est du coup le fait d'avoir une croissance non stable? C'est que, par exemple, on va publier l'interview d'une invitée avec une grosse communauté, on va avoir un pic dans nos écoutes, mais après quelques jours, on voit que les personnes ne sont pas restées. Les auditeurs viennent et ne restent pas. Ça, c'est qu'on a un problème d'attractivité. On a bien travaillé notre visibilité en inventant les bonnes personnes à notre micro, qui ont une grande communauté, qu'on relayait auprès de leur communauté. Ça a créé de la curiosité. L'audience est venue, mais elle n'est pas restée. Donc ça, c'est qu'on a travaillé la deuxième étape de la visibilité, mais l'attractivité n'est pas au top. Si on arrête de publier chaque semaine, donc on voit l'effondrement des écoutes, ça veut dire que notre croissance, elle dépend trop de notre visibilité, c'est-à-dire l'effort de communication un peu répété qu'on va faire et qu'on n'a pas créé autour de notre podcast un écosystème de visibilité qui est amorti, qui va créer de l'inertie si on arrête de publier chaque semaine. Je vous donne un exemple personnel. Donc moi, ça fait un an que j'ai lancé mon podcast Antipop. Donc avant, j'ai contribué à d'autres podcasts. J'ai eu des podcasts personnels, on va dire, sur ma grand-mère, etc. Mais mon podcast professionnel qui s'appelle Antipop, la boîte à outils des podcasteurs déterminés, ça fait un an que je l'ai lancé en mai 2022. Pendant 4 mois, de novembre jusqu'à mars, j'ai pas publié un épisode pour plusieurs raisons. Parce que j'étais malade, j'ai enchaîné les grippes, les laryngites, etc. Donc au niveau de la voix, c'était pas ça. J'étais épuisée parce que j'ai 2 filles et qu'elles dormaient pas la nuit et que j'avais zéro créativité. Et je travaillais sur des sujets de fond de ma propre stratégie et que je me sentais pas disponible pour créer du contenu pendant que j'étais en train de revoir toutes les fondations de mon activité. Donc 3 mois sans publier, ça représente 30% de mes écoutes. Ça veut dire qu'il y a pas, il y a eu, mes écoutes ont continué, les gens ont continué de découvrir mon podcast, les gens ont continué d'écouter de mon podcast et de m'envoyer des retours réguliers. Mon secret, c'est que j'avais des objectifs clairs. Je savais pourquoi je faisais ce podcast. Arrêter de publier, ça m'a causé zéro stress parce que je sais que ce podcast, il est sur des objectifs de moi me tester, de créer du contenu de manière différente, d'avoir un peu mon laboratoire d'idées pour pouvoir les proposer après aux podcasteurs, podcasteuses que j'accompagne. Et donc, du coup, si j'arrête pendant 4 mois de publier, ça n'empêche pas qu'à côté, ces objectifs-là, je les remplis d'une autre manière avec ma newsletter, avec ma communauté, etc. Pourquoi est-ce que les gens continuent de découvrir mon podcast et de l'écouter? Parce que c'est du contenu qu'on appelle evergreen, qui est valable au moment où je le publie, mais aussi 6 mois après, et même 1 an après. Tout le contenu que je crée, je réfléchis pour qu'il ne soit pas périssable. On peut l'écouter et l'appliquer tout le temps. Donc, les gens sont potentiellement intéressés tout le temps par mon contenu. J'ai travaillé sur le référencement avec des bons mots-clés, etc. Et j'ai intégré mon podcast au sein d'un système qui est composé du newsletter, de mes réseaux sociaux, de ma communauté et de mon blog aussi en ligne. Des podcasteurs ont continué à découvrir mon podcast, à l'écouter et aussi à me contacter pour me dire qu'ils aimaient bien. Donc ça, c'est aussi l'effet d'avoir un écosystème de visibilité autour de son podcast. Et j'ai arrêté de publier, ça ne s'est pas traduit par l'effondrement de mes écoutes. Donc, comment est-ce qu'on construit cette stratégie de croissance gagnante? On consolide les fondations. Ça, ce que je vous l'ai dit, c'est les objectifs qui sont très clairs. On en a parlé juste avant. Ensuite, là, je vais me concentrer sur les 4 prochaines étapes. Augmenter sa visibilité, renforcer son attractivité, booster son engagement, donc de la part de son audience, et déterminer quel est le ROI, le retour sur investissement que l'on veut pour soi. Augmenter sa visibilité. C'est souvent la première réponse que me font les podcasteurs quand je leur demande quel est ton objectif, ton gros challenge pour l'année qui vient. Je veux augmenter ma visibilité. Mais le problème, c'est que la visibilité, elle est souvent confondue avec une présence accrue sur les réseaux sociaux. Or, augmenter sa visibilité, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a quelque chose que je voudrais éclater comme fantasme,
Moi, je l'ai vécu au tout début, pas sur mon podcast, mais au tout début, mon premier projet dont j'ai parlé sur LinkedIn, qui est une application de recommandation de podcast. J'ai vécu le même fantasme j'ai pensé très, très fort, avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, un projet. Je le rends public, je le publie, et là, j'imagine que ça va se faire tout seul, le bouche à oreille va se faire tout seul. C'est un fantasme, c'est un mythe, ça n'existe pas. Et si vous êtes là aujourd'hui, vous le savez comme moi, ce mythe de se dire je publie mon épisode et la croissance va se faire tout seul, les gens vont le découvrir tout seul, vont en parler tout seul parce qu'il est assez bon, ça n'existe pas. Il faut construire un écosystème de visibilité autour de son podcast, c'est-à-dire qu'on soutient son podcast en mettant en place des actions qui sont pensées, qui sont régulières et qui contribuent à un tout pour que ce contenu qu'on a pensé, qu'on a conçu et qu'on propose à une audience, à une cible spécifique, il soit visible par cette cible spécifique. Et le but de la visibilité, c'est de faire connaître son podcast à de nouvelles personnes, absolument. Je vais vous donner l'exemple de Gaëlle Guigny, qui a un podcast qui s'appelle Ainsi va la vie, qui est sur le sujet du deuil et de la mort. Alors là, vous dites, ouah, c'est pas un sujet facile. Bah, c'est son métier. Gaëlle, elle est accompagnante de personnes en situation de deuil, notamment par un accompagnement du coup thérapeutique avec du tai chi, si je me trompe pas. Pour Gaëlle, créer de la visibilité autour de son podcast, vous pouvez vous dire que c'est un peu compliqué de se dire, bah, Gaëlle, elle va pas aller poster sur des groupes en disant « Salut, mon podcast, il parle de la mort, il y a un gros tabou autour de ce sujet, donc comment est-ce qu'elle s'y est pris ?» Gaëlle, elle a réfléchi à comment est-ce qu'elle peut se rendre visible auprès de nouvelles personnes qui sont intéressées par sa thématique. Et elle allait même plus loin, elle s'est dit, les personnes qui sont en deuil, elles sont souvent accompagnées par d'autres professionnels. Donc, plutôt que d'aller contacter directement les personnes en deuil, qui peuvent être par exemple pas disponibles émotionnellement, ou c'est pas le bon moment pour eux, ou moi je me sens pas d'aller faire une pub directe pour eux, elle est allée contacter les autres professionnels qui sont en contact avec sa cible directe, les personnes à qui elle destine son podcast. Elle a fait 2 actions concrètes pour ça. La première, c'est qu'elle est allée à un salon qui traitait de ce sujet du deuil, de la mort, de l'accompagnement des personnes en situation de deuil. Et elle s'est postée dans une file d'attente. Elle avait créé des flyers sur son podcast qui exprimaient de quoi ça parlait, pourquoi c'était intéressant et à qui s'adresser. Et elle a tracté dans toute la file d'attente pour rentrer dans ce salon sur sa thématique. Donc, c'est super malin parce que les gens, ils ont rien d'autre à faire que de lire le flyer et ben, elle a pu du coup engager la conversation, le faire de manière du coup tactique. La deuxième action qu'elle a fait lors de ce salon, c'est qu'elle a assisté à tout un tas de conférences sur le sujet avec des experts et des expertes et au moment des questions-réponses, elle a pris son courage à deux mains parce que Gaëlle, elle savait pas qu'elle était capable de faire ça, mais elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est levée, elle a posé sa question en expliquant pourquoi elle l'a posée, puisqu'elle avait un podcast qui s'appelait Ainsi va la vie, dont le but était de X, Y, Z. Et bien, ces 2 actions-là, faites sur un jour précis, mais parce qu'elle avait bien réfléchi aux actions, à qui elle s'adressait, comment elle le faisait, ça a fait exploser les écoutes de son podcast. Voilà un exemple concret d'augmenter sa visibilité. Comment est-ce qu'on mesure sa visibilité ? L'augmentation continue des écoutes, l'invitation sur d'autres podcasts, puisqu'on est visible, on est identifié et d'autres personnes ont envie que vous soyez là sur leur podcast. Il y a un trafic important sur votre site internet, si vous en avez un, et vous avez des retours nombreux d'auditeurs que vous ne connaissez pas de votre cercle 3. C'est quoi les erreurs communes quand on veut augmenter sa visibilité ? C'est que penser que pour être visible, il faut être partout. Non, il ne faut pas être partout, il faut être à l'endroit où votre cible est et elle est disponible pour écouter ce que vous avez à leur dire et pour écouter que votre podcast est là pour résoudre tel ou tel problème ou pour les aider à atteindre tel ou tel objectif. C'est ce qu'a fait Gaëlle, par exemple. Une autre erreur, c'est de se rendre compte que cette visibilité n'arrivera pas toute seule. Il faut avoir un plan, il faut mettre des actions en place pour créer sa visibilité. La croissance organique peut arriver par surprise, par chance, mais dans 99% des cas, ça n'arrive pas. Trop miser sur les algos,
Apple Podcasts, Instagram. Moi, j'appelle ça feed the beast, nourrir la bête, se dire si je publie tous les jours, ma visibilité va arriver. Non, malheureusement, le seul résultat que qu'on obtient quand on publie tous les jours et qu'on feed the beast, on nourrit la bête, c'est qu'on s'épuise. Passer trop de temps sur la production, produire toujours plus d'épisodes qui sont des tâches urgentes et pas sur des tâches importantes, c'est-à-dire les tâches qui vont vraiment vous permettre de penser cette stratégie, construire cette stratégie et mettre en place les actions qui vont vous amener des résultats. Tomber dans le piège de publier jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, ça, je vous ai déjà expliqué pourquoi publier ça chaque semaine. Je pense que ce n'est pas une bonne idée dans la plupart des cas. Et parler de son podcast dans des cercles fermés. Par exemple, poster sur des groupes de podcasteurs, à moins que ce soit des copains qui s'intéressent à votre projet, que vous aviez testé tel ou tel truc qui peut leur être utile, ça n'amènera pas la croissance de votre podcast. Comment est-ce qu'on améliore sa visibilité? On mesure l'impact de ses actions. C'est très important de se dire, si je fais ça, quelle action, quel résultat quantitatif ça m'amène? On se place aux endroits stratégiques où se trouve notre cible. On choisit un seul canal et on mise tout dessus pendant 3 mois. On teste, on regarde ce qui marche pas. On améliore ce qui marche, on arrête ce qui marche pas et on passe à un autre canal. Mais s'éparpiller et aller partout, TikTok, Instagram, Twitter, etc., c'est le meilleur moyen de s'épuiser et de s'éparpiller. On systémise, on automatise, on délègue les tâches qui sont récurrentes et chronophages. On met en place des Calendly pour les interviews. On met en place des automatisations Zapier pour toutes ces actions qu'on fait de créer une page interview ou créer un certain dossier dans notre Drive, etc. J'ai fait un épisode dédié sur le sujet. Je vous invite à l'écouter. C'est vraiment un grand sujet qui va vous permettre de du coup, passez votre temps sur des tâches qui ont une valeur ajoutée pour la croissance de votre podcast. Et ensuite, d'arrêter ce qui vous pèse et de voir si ça a un impact. Par exemple, je rencontre beaucoup de podcasteurs ou podcasteuses qui me disent « j'en peux plus d'Instagram ». Arrêtez, regardez ce que ça a vraiment comme impact. Si vous voyez que si ça vous pèse et que vous voyez qu'arrêter Instagram, ça vous redonne de la créativité, ça vous donne du temps pour aller contacter d'autres podcasteurs pour créer des partenariats de cross-promotion et que à côté, vos écoutes, elle diminue un petit peu, mais qu'avec ces partenariats de cross-promotion, ça se rétablit vite, mais vous serez gagnant. J'ai un épisode qui sort jeudi 25, avec Eric Seclet, qui a fait une décision drastique de diminuer par 2 la fréquence de ses épisodes. Et lui, il a vu que ça lui apportait du temps pour faire des choses importantes, stratégiquement gagnantes, beaucoup plus de créativité, et que ses écoutes ont certes diminué un petit peu, mais elles se sont rétablies très rapidement avec le temps qu'il avait pour se consacrer à des tâches qui sont importantes et non urgentes. Maintenant, renforcer son attractivité. Pour moi, c'est un peu le levier qui est le plus sous-estimé par les podcasteurs et podcasteuses. Il s'agit d'attirer des auditeurs potentiels, certes, mais surtout, les convaincre d'appuyer sur play. Parce que avoir de la visibilité, mais si cette nouvelle personne qui arrive, elle ne reste pas, c'est comme alimenter un panier percé, c'est s'épuiser à faire quelque chose qui n'aura pas de résultat. Il s'agit surtout d'avoir une vitrine aux petits oignons, en or massif. C'est les points que je regarde toujours en premier dans les audits. Peut-être que certains et certaines d'entre vous étaient là pour les 3 audits que j'ai animés avec Safia, Mélanie et Elise. C'est les premiers points qu'on a regardés. Le nom, la tagline, la cover, l'image de cover, la description du podcast, la description de l'épisode, les premières secondes de l'intro et la qualité du son perçue, surtout si on est à distance. Cette vitrine-là, si elle n'est pas nickel, votre attractivité, elle va diminuer d'un coup. Je vous renvoie aussi à la newsletter que j'ai écrite sur le podcast Ça va bien se passer, où j'ai analysé le Magnet Score de ce podcast. Ça vous permettra d'avoir un cas concret de qu'est-ce que c'est d'avoir une attractivité en béton. Comment est-ce qu'on a une bonne attractivité quand on a un concept de podcast qui est original et intriguant? Certes, on peut traiter des mêmes sujets, il n'y a pas 10 millions de sujets,
On peut dire qu'il y a une centaine de sujets différents, mais il y a des milliers d'angles, des millions de manières, de façons d'aborder les sujets. Et le concept, c'est ça, c'est de trouver une manière originale d'aborder un sujet qui est universel. Je vous donne 2 exemples juste après de podcasts qui ont trouvé un super concept selon moi. Et donc d'avoir un magnéto-corps qui est élevé. Plus il est élevé, plus la croissance sera facile. Si on n'a pas un magnéto-corps élevé, s'il est faible, ça ne veut pas dire que la croissance ne sera pas là, mais ça prendra plus de temps et plus d'efforts pour qu'elle arrive. Comment on mesure son attractivité? Déjà, dans les yeux de la personne en face, quand on parle de son podcast, si on voit tout de suite que la personne, elle comprend de quoi elle parle, de quoi tu parles, de quoi parle le podcast, pourquoi il est intéressant et qu'il te demande directement, vas-y, donne-moi un lien pour l'écouter, tu le vois dans les yeux de la personne si ton podcast, il est attractif ou pas. Si, quand vous présentez votre podcast, tout ce que vous avez, c'est des questions un peu polies, un peu bateau, c'est que votre attractivité, elle n'est pas assez forte. Vous allez la mesurer aussi grâce à la conversion de votre audience sur les réseaux sociaux vers vos auditeurs. S'il y a beaucoup de personnes sur vos réseaux sociaux et que vous avez du mal à traquer, c'est-à-dire à mesurer le nombre de personnes qui vont devenir vos auditeurs, c'est votre attractivité, elle est peut-être à travailler. Comment on mesure une attractivité quand on a des retours positifs et spontanés de la part des auditeurs et qu'on a une croissance régulière des écoutes qui est décorrélée de votre communication réseaux sociaux, puisque votre vitrine, elle est sur les plateformes d'écoute et du coup, les gens qui sont en phase d'exploration, ils ont envie de cliquer sur votre vignette et ils ont envie de lancer l'écoute. Les erreurs courantes en termes d'attractivité, c'est ce que j'appelle le syndrome de la personne sandwich. C'est l'erreur la plus classique que je vois en termes de communication par les podcasteurs et podcasteuses. C'est que, certes, on fait cet effort de communication. À chaque fois qu'un épisode sort, on fait un post sur les réseaux sociaux, mais on fait l'erreur suivante, c'est qu'on dit « j'ai sorti un épisode sur les réseaux sur mon podcast ». Ça, c'est pas quelque chose qui va intéresser les gens. Je suis désolée de le dire, mais ce qui va intéresser les gens, c'est j'ai traité tel sujet qui correspond à tel problème ou à telle question que tu te poses, et si tu creuses avec moi ce sujet, eh ben, je vais pouvoir t'apporter tel outil, tu vas pouvoir appliquer telle méthode, tu vas pouvoir te changer ton regard sur telle façon de voir cette thématique. Si on sort du syndrome de la personne sandwich, on présente non pas une sortie d'épisode, mais on explique comment est-ce que cet épisode va changer la vie, résoudre un problème ou apporter une valeur précise à la personne qui est en train de lire notre post. On a un problème d'attractivité quand on a vraiment l'impression d'être encore un podcast sûr, quand on a peur de la concurrence, quand on se dit oh, il y a un autre podcast qui s'est lancé sur mathématiques. Quand on a peur de la concurrence, ça veut dire qu'on a un concept qui n'est pas assez original. On est juste un podcast sur une thématique. Si on voit un autre podcast qui sont sur la même thématique, et qu'on a travaillé son concept, qu'il est vraiment unique, on ne peut pas être copié parce que on a une façon vraiment original et bien à soi de traiter cette thématique universelle. Les erreurs courantes, c'est aussi d'avoir une vitrine qui est trop commune, pas assez qualitative, une cover qui a été peut-être fait au tout début du podcast, vite fait sur Canva, mais au bout d'un moment, si on a de l'ambition pour son podcast, si on a envie de construire une stratégie de croissance, il y a certains sujets d'images qu'on renvoie qui doivent être traités. Pour ça, je vous conseille d'aller voir un outil qui s'appelle OnlyPod Cover Review. Vous pouvez simuler votre cover au sein des plateformes d'écoute. Ça vous permet de voir dans une situation réelle ce que donne votre cover et si elle a l'air assez attractive. Vous pouvez aussi scroller votre catégorie de podcasts, peut-être marketing, peut-être famille, peut-être éducation, et comparer objectivement votre cover par rapport à celle des autres. Est-ce qu'elle ressort assez? Est-ce qu'elle est assez originale? Est-ce qu'elle se démarque? D'avoir cette approche critique vis-à-vis de sa vitrine, ça permettra de mettre en place les actions pour renforcer son attractivité.
Comment est-ce qu'on s'améliore? Comme je le disais, on améliore sa vitrine, tous les points que j'ai listés juste avant, sa marque, c'est-à-dire les mots qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on présente son contenu, la tonalité qu'on va avoir, peut-être le niveau de vocabulaire, les blagues qu'on va faire, tout ça, c'est créer une marque autour de son podcast. On peut affiner son concept de podcast avec des questions signatures, des angles ou un concept unique. On travaille son intro, on a 60 secondes pour convaincre les gens de rester. On sous-estime le pouvoir d'une introduction sur la conversion de ces auditeurs potentiels en auditeurs réguliers. On adopte une démarche de communication. On rentre en conversation, on explique pourquoi notre contenu est intéressant plutôt que de promotion, de communiquer sur la sortie d'un épisode, comme je l'expliquais. Et on va chercher l'inspiration ailleurs, pas dans les autres podcasts. On va regarder dans la musique, qu'est-ce qui se fait, dans nos restaurants préférés, qu'est-ce qui fait, nos artistes préférés. On regarde un peu ce qui fait que nous, on est attirés par d'autres créateurs, créatrices, quel que soit son art, et on essaye de l'appliquer, de choper les bonnes idées et de les appliquer à notre propre podcast. Booster son engagement. L'engagement, c'est ce qu'on appelle la fidélisation. C'est le plus gros atout pour la croissance d'un podcast. Ça doit être notre premier objectif. Pas de grossir notre audience, mais de nourrir l'audience existante et la relation qu'on a avec nos auditrices, qui sont nos éditeurs, nos auditrices qui sont déjà là. Notre objectif, c'est créer des super fans. C'est des gens qui aiment tellement notre podcast qu'ils vont en parler à tout le monde autour de nous. Moi, ça m'est arrivé avec Cerno, un podcast de Julien Cernobori, qui est une anti-enquête, qui a tellement travaillé son originalité et son concept que c'est un podcast unique. C'est pas un podcast, c'est pas un énième podcast de true crime. Et moi, j'en parle à tout le monde autour de moi. J'ai même été membre de son Patreon pendant 3 années. Ces super fans, s'ils adorent votre podcast parce qu'il est unique, parce que le podcast les touche d'une manière qui est vraiment unique à vous, le bouche à oreille sera déclenché plus rapidement. L'engagement, ça va se créer via l'émotion. Ça va se créer aussi via la valeur qu'on apporte avec son podcast. Une valeur, ça se mesure par rapport au fait que votre contenu, il va, je le disais, résoudre un problème, répondre à une question que se pose votre auditeur, votre auditrice, faire vivre une expérience qui est nulle part ailleurs. Et votre engagement, il va être renforcé avec le lien particulier que vous, en tant que personne, vous allez créer avec vos auditeurs, vos auditrices. Je vous explique comment juste après. Comment est-ce qu'on mesure l'engagement avec une augmentation continue des auditeurs uniques? C'est pas les écoutes, c'est les auditeurs uniques. C'est très important de regarder cet indicateur-là. Augmenter l'augmentation du nombre d'abonnés sur les plateformes, Spotify, Apple Podcast. Vous avez un bon taux de complétion d'écoute de vos épisodes. Les gens ont envie d'aller jusqu'au bout. Et vous avez un partage spontané en public. Les gens, sans que vous leur demandiez, ou en répondant à une invitation que vous faites, mais à la fin de votre podcast, vont partager votre podcast parce qu'ils le trouvent vraiment super qualitatif. Les erreurs courantes, c'est un contenu qui est trop général, trop générique, qui n'est pas assez illustré, pas assez incarné. On ne comprend pas pourquoi le podcasteur, la podcasteuse fait ce contenu, quelle est son histoire, quelle est sa relation propre avec ce contenu-là. Ça manque de confiance, de clarté, on ne sait pas trop. Ou une autre erreur, c'est la structure d'un épisode qui est trop banale. Il n'y a pas de suspense, le rythme est un peu lent, il y a un peu des blancs. On n'a pas assez travaillé la structure de son épisode. Ou on est resté dans sa tour d'ivoire en tant que podcasteur, podcasteuse, et on fait son contenu sans consulter personne, et on le balance comme ça en le publiant, en communiquant, mais on n'est pas dans une relation continue de conversation avec ses auditeurs et ses auditrices. Comment est-ce qu'on améliore son engagement? Grâce à une conversation avec ses auditeurs, ses auditrices. On crée des sondages, ça c'est des résultats quantitatifs. On fait des conversations en one-to-one, on va proposer aux auditeurs, auditrices de bloquer 20 minutes, 30 minutes avec soi pour discuter avec eux, comprendre qu'est-ce qu'ils aiment dans ce podcast, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas retirer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, quelle est leur vie
quels sont leurs problèmes en ce moment par rapport à la thématique que vous abordez. Ça vous permet d'avoir une approche fine et réelle de ce que vivent vos auditeurs et vos auditrices et d'adapter votre contenu afin qu'il soit vraiment sur mesure pour eux, adapté pour eux et que la valeur du coup pour eux soit vraiment immense. Il faut absolument récolter des feedbacks sur votre contenu. C'est une attitude, c'est-à-dire que récolter des feedbacks, il faut le dire, dites-le moi, dites-moi comment m'améliorer, dites-moi ce qui ne va pas surtout, ou dites-moi ce qui va bien. Et aussi, on met en place un système, ça je vous explique après mon propre système. Comment est-ce qu'on peut booster son engagement avec la co-construction, c'est-à-dire d'impliquer son audience, ses auditeurs, ses auditrices, ses premiers super fans, pour qu'ils aient un mot à dire dans ce contenu. Par exemple, donnez-moi des exemples des exemples d'épisodes que vous voudriez traiter, des exemples d'invités, ou regardez, j'ai fait telle vignette de podcast parce que je veux améliorer ma vitrine et je veux améliorer mon attractivité. Vous préférez la version A ou la version B? Toute cette co-construction, ça vous permet non seulement de créer de l'engagement, de montrer aux auditeurs, aux auditrices qu'ils ont quelque chose à faire avec vous, c'est important pour vous que ce contenu il soit adapté à leur goût, à leurs besoins, mais aussi ça crée de l'engagement parce que comme ils y ont contribué, ils vont avoir plus tendance à parler de votre contenu puisqu'ils ont joué un rôle dans le développement de ce contenu. Et en plus, votre contenu est encore plus pertinent puisqu'il est sur mesure par rapport à ce que veulent ces personnes à qui vous le destinez. Pour booster son engagement, on peut restructurer son podcast aussi pour travailler sur le storytelling, créer du suspense. Donc, il y a pas mal de techniques pour ça. On peut mettre un petit extrait au début ou on peut faire un teasing en disant à la fin de l'épisode, vous découvrirez comment Jean-Michel a rencontré Sarah, par exemple, ou quel est le plus grand secret de Eric. Ça, restructurer son podcast, ça permet de capter l'attention et faire en sorte d'augmenter son taux de complétion. La marque personnelle, c'est absolument capital pour créer de l'engagement, c'est-à-dire on parle de soi, on crée du lien, on donne des exemples personnels, on explique pourquoi on fait ce podcast, quelle est notre histoire par rapport à cette thématique, est-ce qu'on a galéré comme nos auditeurs, nos auditrices, est-ce qu'on est en train de galérer avec notre podcast, parler de ses coulisses, d'avoir adopté une attitude de building public, j'en ai déjà pas mal parlé. Tout ça, c'est créer une marque personnelle, c'est faire en sorte que nous, en tant que podcasteurs, podcasteuses, on crée un lien qui est unique en tant que personne avec chaque personne qui compose notre audience. Et on booste son engagement en créant des choses un peu extraordinaires qui sortent du quotidien. On crée des expériences, des événements, on crée une communauté, on fait vivre des choses qui sont un peu hors de la routine à ses auditeurs, ses auditrices. Ça crée de l'engagement. Je l'ai fait, je le sais. Mon histoire personnelle par rapport au système de récolte de feedback, c'est que si vous êtes en contact avec moi depuis plusieurs peut-être semaines ou mois, et si vous venez d'arriver, vous allez le découvrir, je demande tout le temps du feedback. À la fin de mes newsletters, à la fin de cette masterclass, vous allez recevoir aussi un questionnaire avec des emojis pour vous demander ce que vous en avez pensé. Dans ma communauté aussi, dans mon Discord, on débriefe de chaque newsletter, on débriefe de chaque épisode. Mon but, c'est de mesurer. Je peux mesurer le nombre de clics sur le mot « génial » à la fin de ma newsletter ou sur le mot « nul ». Je peux aussi connaître mon auditoire et mes auditeurs en ayant des émotions parce qu'ils vont me dire pourquoi ils ont aimé, pourquoi ils n'ont pas aimé. J'ai organisé des interviews, plus d'une quinzaine d'interviews depuis le début de l'année. Donc, j'ai passé plusieurs heures avec des gens qui composent ma communauté pour comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils veulent faire, etc. Ça m'a permis de vraiment connaître en profondeur mes auditeurs. Et ça me permet aussi de améliorer mon contenu parce que c'est vrai qu'un feedback négatif, ça fait mal à l'ego, ça peut faire mal à la confiance en soi, mais moi, je me rappelle toujours que ça fait du bien au contenu et que chaque feedback, c'est une occasion de m'améliorer. S'il est positif, je vais renforcer dans ce sens-là mon contenu. S'il est négatif, je vais essayer de comprendre
d'où ça vient, si j'ai envie de le corriger, oui, non, et de continuer à m'améliorer. Et j'ai eu des déclics vraiment fondateurs grâce au feedback. Rien que ce matin, il y a Camille, une podcasteuse, qui m'a dit qu'elle allait se désinscrire à ma newsletter pour telle et telle raison. Et j'ai dit, ça m'a fait un déclic en disant, mais elle a tout à fait raison, je ne fais pas assez ça. Donc moi, c'est vraiment une philosophie que j'ai de le feedback, ça me permet de m'améliorer. Et ça marche parce que j'ai de plus en plus de retours depuis que j'ai vraiment renforcé cette approche de co-construction, de partager mes coulisses avec la construction de mon podcast, la construction de mon identité visuelle. J'ai de plus en plus de retours qui me disent « Mais tu tombes à pic, Anne-Claire, félicitations pour tes sujets, j'ai l'impression que tu es dans ma tête, bravo, tu as anticipé ma demande. » Ça, c'est pas de la magie, c'est que à force d'être en contact avec des podcasteurs et des podcasteuses, de comprendre leurs problématiques, et ben, je peux proposer un contenu qui est adapté 100% à ceux dont ils ont besoin. Oui, Sonia, c'est toi. Déterminer son ROI. Alors là, je vais juste faire une petite pause parce que j'avais prévu 2 slides avec des concepts super intéressants. Je vais faire un épisode sur le sujet. Désolée, elles ont sauté, je pense, au moment où j'ai modifié au dernier moment ma présentation. J'avais fait une slide sur le podcast La Chamade de Samia Bassil et une slide sur le podcast Ceci est mon corps de Aurélie, qui est parmi nous. Et j'avais expliqué à quel point leur concept était vraiment génial. Donc là, elles ont sauté. C'est pas grave, je ferai un épisode de podcast sur le sujet. Et en plus, je vois que l'heure tourne. Bon, là, on a fait les 4 super importantes étapes, les fondations, la visibilité, l'attractivité et l'engagement. Une fois qu'on a déterminé ces 4 étapes et qu'on les a complétées, on peut se poser la question du retour sur investissement. Il y a un grand message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un seul retour sur investissement d'un podcast, comme il n'y a pas un seul type de succès. On pense souvent à podcast à succès, des milliers d'écoutes, sponsorisation, mais il y a plein d'autres manières en fait de s'accomplir et d'avoir des résultats qui correspondent à un retour sur investissement pour un podcast. Il peut être financier, sponsoring, et là on travaille la visibilité et l'engagement. Le crowdfunding, on peut avoir des sous grâce à l'attractivité et l'engagement qu'on va créer auprès de notre audience. On peut vendre des conférences ou vendre un livre, et là, l'attractivité et l'engagement vont être importants. Mais un podcast, il peut être là, comme je le disais, pour construire son réseau, pour pouvoir avoir d'autres perspectives professionnelles, obtenir une promotion au sein de son entreprise. Un podcast, il peut être là aussi parce qu'on va développer une compétence et qu'on va la monétiser comme une offre de service au sein de son activité demain. Donc vraiment, déterminer son retour sur investissement, pour moi, c'est la dernière étape de cette méthode et elle va vraiment dépendre de notre stratégie et des fondations qu'on va créer. Donc, si je te répète, construire une stratégie de croissance gagnante, c'est consolider des fondations, augmenter sa visibilité, renforcer son attractivité, booster son engagement et déterminer quel est son propre retour sur investissement. Ce que je vous propose, c'est de vous noter de la même manière, de noter sur 5 chacune de ces étapes. Où est-ce que vous en êtes ? Fondation, je suis au top. 5 sur 5. Visibilité, par rapport au point que m'a listé Anne-Claire, peut-être je suis à 3 sur 5. Notez sur 5 chacune de ces étapes, ça vous donnera une note sur 20 et ça vous permettra aussi de voir où est-ce que vous en êtes en termes de maturité. Et là, l'étape où vous êtes à la note la plus basse, donc peut-être à 0, 1 ou 2, c'est là où vous avez le plus de potentiel de croissance et c'est là où je vous conseille de concentrer vos forces. Il me reste quelques minutes pour vous présenter le programme Puzzle et après on répond juste aux questions. Je vous parle rapidement du programme Puzzle. Donc j'organise cette masterclass dans le cadre de l'ouverture des portes de Puzzle. Il y a une 5e promo qui se lance. Puzzle, c'est quoi? C'est l'accompagnement long terme que j'ai créé. C'est la 5e fois que je lance Puzzle. Et c'est un accompagnement pour découvrir et mettre en place la stratégie de croissance qui te correspond, donc qui est adaptée
à tes objectifs, à la vision que tu veux mettre en place pour ton podcast et faire en sorte d'avoir des résultats et du kiff. Ça permet aussi de travailler sur ta visibilité, ton attractivité, ton engagement et ton ROI. Parce que j'ai créé cet accompagnement en suivant ces étapes, je suis cohérente avec moi-même et j'ai créé du coup 4 modules qui est pour les fondations, définir une vision claire et ambitieuse avec des objectifs et une stratégie claire. Pour la visibilité, on construit un écosystème de visibilité efficace avec une nouvelle routine de production, une usine de contenu, une fabrique de contenu et faire en sorte de créer cette connexion entre toutes nos actions pour que ça alimente un cercle vertueux, comme je vous le disais. L'attractivité, on va travailler sur notre marque, notre marque de podcast, mais aussi notre marque personnelle, comment est-ce qu'on parle de soi, comment est-ce qu'on crée du contenu qui est captivant en utilisant le storytelling, en travaillant sur notre différence et en se démarquant des autres podcasts. Et aussi, comment est-ce qu'on crée une communauté hyper engagée et on la monétise via un système de sponsorisation, de communauté, de crowdfunding. Ça, c'est vraiment la dernière étape en fonction de tout le socle stratégique qu'on a créé ensemble. Comment ça se passe? Donc, il y a 12 semaines d'accélération. Ça commence du coup début juin. Pendant 12 semaines, on va tout remettre à plat, identifier les prochaines étapes à franchir, appliquer la stratégie à pas et faire en sorte que ton podcast il soit adapté au succès que tu rêves et qu'on n'applique pas les recettes toutes faites et que ça te permette de vivre ce que tu as envie de vivre avec ce podcast et d'avoir ce fameux retour sur investissement qui est adapté à ce dont tu as besoin. Et ensuite, après ces 12 semaines d'accélération, on continue l'accompagnement pendant 6 mois et on consolide le plan grâce à la communauté, on déploie l'écosystème autour du podcast et on fait en sorte de toujours s'entraider pour que ce podcast, on passe d'une aventure un peu solitaire et artisanale à une aventure qui est vraiment stratégique avec de l'ambition et surtout super bien entourée. Il va y avoir un mélange d'ateliers live qui sont animés par moi, où je mêle des cours, des mises en pratique, des masterclass où j'invite des experts, des coachings collectifs et beaucoup de leçons vidéo, d'exercices, de templates à appliquer pour que tu puisses progresser sur des thématiques précises. Et surtout, une promo de 20 podcasteurs déterminés qui va s'ajouter aux 40 personnes précédentes, les 4 premières promos qui sont hyper motivées, hyper engagées. Et c'est l'occasion d'avoir des feedbacks pertinents sur son travail, de progresser et de s'inspirer des autres, des victoires des autres, mais aussi des galères des autres et créer peu à peu une podcast famille. La promo, elle est limitée à 20 places et elle l'ouvre aujourd'hui, cet après-midi à 15h. Vous allez recevoir le mail et la fermeture des portes, ce sera dans une semaine, le 30 mai, où je sélectionnerai parmi les candidatures pour composer la promo idéale de 20 personnes. Il y a 2 formules, une formule collective avec tout ce que je vous ai présenté, qui est à 1 200 € et une formule intensive où, en plus de tout ce que je vous ai présenté, vous bénéficiez de 4 sessions en coaching individuel avec moi. Ça permet d'avoir un suivi renforcé et hyper individualisé sur certaines thématiques que vous voulez traiter avec moi. Et le paiement est possible en 4 fois. Il y a une offre Early Bird où je vous offre un audit de votre podcast égal à celui que vous avez vu pendant les lives avec Safia, Mélanie et Elise. Et cet audit, il est offert pour toutes les personnes qui rejoignent le programme avant vendredi, tout simplement. Ça sera tout bien expliqué dans le mail. Et si vous voulez en savoir plus, postuler, candidater, vous pouvez vous rendre sur le lien suivant, ico-factory.fr. /programme, vous aurez un lien pour prendre rendez-vous avec moi, on discute ensemble de vos objectifs, de votre projet et qu'on décide ensemble si Puzzle, c'est la bonne aventure pour vous. Voilà pour le programme Puzzle. Je vous propose de répondre à vos questions, soit sur le contenu de la masterclass, soit sur le Puzzle. C'est un peu la même chose comme vous l'avez deviné.
Sandra, tu me dis 60 secondes pour une intro de podcast, c'est une intro différente à chaque fois, spécifique à l'épisode. Est-ce que ça inclut la musique du générique? Oui, ça inclut la musique du générique et ça inclut à la fois l'intro générique du podcast, mais aussi l'intro de l'épisode. Ça permet du coup de se présenter aux personnes qui nous découvrent et de donner envie aux gens qui ne découvrent pas, mais qui découvrent l'épisode, de continuer son écoute. Sonia, tu me demandais visibilité égale découvrabilité. Dans la mesure où la découvrabilité, c'est la capacité de nouvelles personnes à découvrir notre podcast, effectivement, la visibilité, la découvrabilité, c'est un des aspects de la visibilité. Et Sonia, tu posais aussi la question, si tu dis que tu n'as pas eu d'effondrement des écoutes, mais est-ce que ça a baissé quand même? Oui, ça a baissé quand même, bien sûr. Il y a eu ma croissance des écoutes pendant les 4 mois où je n'ai pas publié, elle a baissé, mais c'est resté à un niveau qui était tout à fait acceptable et qui a représenté, je vous disais, 30% de mes écoutes sur un an. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment un pari gagnant pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ah, Valérie, tu disais, c'est quoi les éléments du Magnet Score, s'il te plaît? Alors, les éléments du Magnet Score, c'est ce que je vais auditer pour voir la vitrine. Donc, c'est le nom, la tagline, la cover, la description du podcast, la description de l'épisode et les premières secondes, les 60 premières secondes de l'introduction. J'ai fait l'exercice avec le podcast Ça va bien se passer la semaine dernière, il me semble, ouais. Et donc, du coup, tu pourras voir comment est-ce que j'ai décrypté sur un autre podcast ce Magnet Score. Merci pour vos remerciements. Valérie, est-ce que si on veut une séance de coaching individuel avec toi, est-ce que je le propose? Tout à fait, je le propose, c'est possible, mais c'est pas possible en ce moment. Là, aujourd'hui, je me concentre sur Puzzle. Donc, si vous voulez être accompagné par moi, c'est l'offre que je propose, c'est Puzzle en ce moment, puisque vous aurez vraiment des retours individualisés sur votre podcast, quel que soit son stade de maturité. C'est des personnes qui sont à la fin de leur saison 1 comme à la fin de la saison 3. C'est vraiment les gens qui veulent remettre en place leur stratégie et créer un peu la nouvelle étape de leur podcast. Passer ce programme Puzzle, dans ma newsletter, je communiquerai quand je réouvrirai des nouvelles places en coaching individuel. Donc Valérie, je crois que tu es abonnée à ma newsletter. Tu seras au courant à ce moment-là. En tout cas, merci pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou on peut se dire que c'est le moment de se souhaiter une bonne après-midi? C'était très bien, merci. Merci pour cette masterclass, super intéressant. Merci à vous pour votre présence. Je vais prendre le temps de lire tous vos mots juste après avoir arrêté le, l'enregistrement. J'étais trop contente. N'hésitez pas surtout à me poser des questions sur Instagram, sur LinkedIn. Vous savez où me trouver. Je suis toujours là. Si besoin, allez, à très vite. Hop. À bientôt.